France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, X, deuxième partie, la pratique. Cours en 10 degrés théorie et pratique, degré 4. Degré 4. Avant de décrire les difficiles exercices de ce degré, j'insiste une nouvelle fois que l'élève ne doit pas se hâter au cours de sa formation. Qu'il prenne donc tout son temps, s'il veut obtenir des succès absolus sur le chemin magique. Il doit maîtriser parfaitement tous les exercices des précédents degrés avant de passer au suivant. Formation magique de l'esprit, 4. Au cours de celle-ci, je décris la transposition de la conscience à l'extérieur. Nous devons savoir transposer notre conscience à volonté dans chaque objet, dans chaque animal et dans chaque homme. Comme pour la concentration avec les objets, placez en devant vous quelques-uns que vous employez tous les jours. Assis dans votre position habituelle, fixez un instant un des objets et gravez bien dans votre esprit sa forme, sa couleur et sa grandeur. À présent, imaginez-vous métamorphoser en cet objet. Vous devez pour ainsi dire sentir que vous êtes cet objet, et vous assimiler toutes ses propriétés. Vous devez sentir comment vous êtes attaché à l'endroit où vous êtes placé et que vous ne pouvez le quitter que par une influence extérieure. Le but auquel sert l'objet, vous devez aussi imaginer que vous êtes métamorphosé en lui. En vous concentrant intensivement, il doit même vous être possible d'observer de l'objet votre entourage et de saisir le rapport de cet objet avec les autres. Par exemple, si l'objet est sur la table, sentez le rapport non seulement avec celle-ci, mais encore avec tous les objets qui s'y trouvent et aussi avec le lieu où ils sont. L'exercice vous réussit-il avec un objet, passez ensuite successivement aux autres. L'exercice est accompli, si vous avez réussi à vous unir par la conscience à chaque objet choisi et à prendre sa forme, sa grandeur, à vous assimiler ses propriétés et à vous maintenir au moins 5 minutes en lui sans aucune interruption. En faisant cet exercice, il ne faut pas faire attention à votre corps, il doit être tout à fait oublié. Choisissez ensuite pour la transposition de la conscience par la concentration des objets plus grands comme les fleurs, les plantes, les arbustes, les arbres, etc. La conscience ne connaît ni le temps, ni l'espace, elle est par conséquent un principe de l'akasha. Ne vous laissez pas décourager par cet inhabituel genre d'exercice, ainsi que par les éventuels échecs du début, la patience, la persévérance et la ténacité mènent au succès désiré. L'élève ne comprendra que plus tard la signification de ces exercices préparatoires aux autres parties de la magie. Maîtrisons la transposition de la conscience dans des objets inanimés, viennent ensuite les exercices avec les êtres vivants. Comme nous l'avons déjà mentionné, la conscience est intemporelle et infinie, et, par conséquent, en faisant les exercices avec les êtres vivants, il n'est pas nécessaire d'avoir l'objet choisi directement sous les yeux. L'élève doit être suffisamment formé pour pouvoir se représenter n'importe quel être. Transposez donc votre conscience dans la représentation d'un chat, d'un chien, d'un cheval, d'une vache, d'une chèvre, etc. Pour cet exercice, l'espèce d'objet d'expérimentation ne joue aucun rôle, on peut tout aussi bien prendre une fourmi, un oiseau qu'un éléphant. D'abord, la représentation s'effectue dans l'état immobile, ensuite en l'imaginant marchant, courant, rampant, volant ou nageant, suivant qu'il s'agisse de tel ou tel objet. L'élève doit réussir à métamorphoser sa conscience dans chaque forme désirée et s'y manifester. Il doit pouvoir persévérer sans interruption au moins pendant 5 minutes, s'il veut considérer cet exercice comme maîtrisé. Des initiés, qui se sont entraînés à cet exercice pendant des années, sont en état de comprendre un animal quelconque et de le dompter par leur volonté. À ce sujet, nous n'avons qu'à nous rappeler les légendes des loups-garous et les divers autres contes où il est dit que des magiciens se sont métamorphosés en animaux. Pour le mage, les contes et les histoires légendaires ont une signification beaucoup plus profonde. Sans doute, s'agit-il en ce cas de sorciers qui, afin de ne pas être reconnus dans leurs occupations scélérates, prennent dans le monde invisible toutes sortes de formes animales. Le bon mage condamne de tels actes et ses facultés mentales lui permettent de pénétrer tout être de ce genre et de reconnaître le vrai visage de l'auteur. Nos exercices préparatoires ne servent pas à induire l'élève à de mauvais actes, mais à le préparer à la haute magie, ou,
pour accomplir certains travaux, il doit prendre de hautes formes divines, dans lesquelles il transposera sa conscience. Si l'on est parvenu par la conscience à se transformer en toute forme animale et à persévérer dans cette représentation sans interruption pendant 5 minutes, il reste à faire le même exercice avec des hommes. Pour commencer, choisissez des connaissances, des amis, des membres de votre famille que vous connaissez bien, sans différence de sexe et d'âge. Vous devez toujours savoir transposer la conscience dans le corps au point que vous vous sentiez et que vous pensiez être vous-même la personne représentée. Des personnes connues, passez à des hommes inconnus que vous n'avez jamais vus et que vous devez donc imaginer. Enfin, choisissez comme sujet d'expérimentation encore des hommes d'autres races. L'exercice est terminé, si vous pouvez transposer votre conscience dans un corps imaginé au moins pendant 5 minutes. Plus vous réalisez cela longtemps, plus c'est favorable. Par cet exercice, le mage acquiert la faculté de s'unir à tout homme, de non seulement connaître les sentiments et les pensées de la personne représentée, mais même de les influencer à volonté. Cependant, se souvenant du proverbe « On récolte ce qu'on a semé », le mage ne fera jamais valoir son pouvoir pour le mal ou pour forcer des hommes à agir contre leur volonté. La grande puissance qui lui est donnée, par cet exercice, sur tout homme, il ne l'emploiera que pour le bien, et la fortune lui sourira toujours. De cela le mage déduira pourquoi, en Orient, l'élève a pour son maître la plus grande vénération. En vénérant son maître, il s'unit instinctivement avec sa conscience et il est de cette façon indirectement influencé, ce qui rend son progrès plus sûr et plus rapide. C'est pourquoi les méthodes orientales d'enseignement considèrent qu'un maître, gourou, est absolument nécessaire à la formation. L'Ankure connu au Tibet repose sur la même base, cependant, il se réalise de manière inverse, le maître s'unissant à la conscience de l'élève et lui transmettant puissance et illumination. Il en est de même pour les mystiques, où il s'agit de transmission de l'esprit. Formation magique de l'âme, 4. Dans ce chapitre, nous étendons l'emploi des éléments. Nous avons appris à absorber un élément par la respiration pulmonaire et cutanée et à ressentir dans tout le corps sa propriété spécifique. À présent, nous voulons charger diverses parties du corps avec l'élément désiré, ce qui peut se faire de 2 manières. Le mage doit maîtriser les 2 méthodes. Voici la première. Comme nous l'avons indiqué au degré 3, vous inspirez par les poumons et les pores l'élément en question dans tout le corps et vous l'y pressez, c'est-à-dire que vous expirez à vide, sans aucune représentation. En inspirant, joignez à votre représentation de la sensation la propriété spécifique de l'élément, pour le feu la chaleur, pour l'eau le froid, pour l'air la légèreté et pour la terre la pesanteur. Commencez par cette inspiration. Au lieu de redissoudre par l'imagination l'élément pressé dans l'univers, dirigez-le dans la partie du corps voulue en compressant encore plus la propriété spécifique de l'élément et en remplissant cette partie du corps. Vous devez sentir beaucoup plus fortement l'élément comprimé avec sa propriété spécifique dans la partie du corps que dans le reste du corps. Comme la vapeur est compressée pour produire une plus grande pression, la chair, les os et la peau de la partie du corps doivent être pénétrés par l'élément. Si vous ressentez donc très fortement la propriété spécifique de l'élément dans la partie chargée du corps, dissolvez-le à l'aide de l'imagination dans le corps entier et rejetez-le de nouveau dans l'univers par l'expiration comme c'est indiqué au degré 3. Cet exercice est à effectuer avec chaque élément alternativement dans chaque organe intérieur et dans chaque organe extérieur, à l'exception du cerveau et du cœur. Ne pressez ces 2 organes ni en vous, ni en d'autres personnes avec quelque élément que ce soit, sans quoi vous pourriez causer des dommages. Seul un maître qui a une parfaite expérience de la maîtrise des éléments, peut se permettre une certaine pression aussi dans le cœur et le cerveau sans se faire du tort. Il connaît son corps et il le domine. Chaque organe, donc aussi le cœur et le cerveau, convient à la conduction des éléments avec leurs propriétés spécifiques, cependant sans pression. Un débutant doit éviter de presser le cœur et le cerveau soit avec les éléments ou avec la force vitale, surtout s'il ne peut pas encore observer lui-même par la voyance le fonctionnement des divers organes.
Si une pression des éléments ou de force vitale est effectuée dans tout le corps, le cerveau et le cœur s'habituent aussi à la pression générale, car alors la tension n'est pas concentrée sur un seul organe, mais elle s'étend sur tout le corps. On doit bien maîtriser la pression des éléments et de la force vitale particulièrement dans les pieds et les mains, étant donné qu'on en a souvent besoin pour pratiquer la magie. À ce sujet, une attention toute particulière est avouée aux doigts. Une autre possibilité de vider une partie du corps d'un élément consiste à ne pas ramener d'abord dans le corps l'élément pressé pour le rejeter ensuite dans l'univers par la respiration cutanée, mais de le rendre totalement à l'univers directement par les pores de la partie du corps en question à l'aide de l'imagination. Ce procédé est le plus rapide. Le mage doit bien entendu pouvoir pratiquer les deux et savoir les manier tout à fait à sa guise. La deuxième méthode de pression des éléments dans n'importe quelle partie du corps consiste à se transposer par la conscience dans la partie du corps et à faire inspirer et expirer celle-ci, comme la respiration des pores. À chaque inspiration, vous absorbez l'élément et vous expirez à vide. Si vous sentez que l'élément désiré s'est pressé en quantité suffisante dans la partie du corps qui l'inspire, libérez-le de nouveau par l'expiration, c'est-à-dire que vous le rendez à l'univers où vous l'avez pris. Ce procédé est simple et rapide, mais il demande une bonne transposition de la conscience. La pression de la force vitale doit être aussi maîtrisée de la même façon dans une partie quelconque du corps. Étiez-vous parfaitement maître de ces méthodes, vous pouvez de nouveau avancer d'un pas. Comme nous le savons, le corps de l'homme est divisé en 4 parties principales qui correspondent aux éléments. Pour une meilleure connaissance, nous répétons, les pieds, les jambes, les cuisses, les hanches, y compris les parties génitales, correspondent à la terre, le ventre et tous ses organes intérieurs, comme les intestins, la rate, la vésicule biliaire, le foie, l'estomac jusqu'au diaphragme, correspondent à l'élément eau, la cage thoracique, les poumons et le cœur correspondent à l'élément air et la tête ainsi que tous ses organes au feu. Le but du prochain exercice consiste à charger chacune de ces parties du corps de l'élément lui appartenant. Voici la pratique, prenez votre position habituelle, asana. Par la respiration pulmonaire et cutanée vous inspirez l'élémentaire avec la pesanteur, sa propriété spécifique, dans la partie terreuse du corps des pieds jusqu'au-dessus des parties sexuelles et des hanches. Vous inspirez 7 fois l'élémentaire, vous expirez à vide, afin que la partie de la terre soit remplie de l'élément qui l'influence. Vous conservez l'élémentaire dans la partie de la terre et vous inspirez 7 fois l'élément eau dans la partie de l'eau, donc dans le ventre, sans l'expirer, afin que cette partie reste également remplie de son propre élément. Vous passez ensuite à l'élément suivant, en remplissant la cage thoracique en cette inspiration de l'élément air et en le gardant dans sa propre partie, sans l'expirer. À présent, c'est au tour de la dernière partie, la tête, que vous remplissez en inspirant aussi 7 fois l'élément feu, en expirant à vide, pour que cette partie reste également remplie de son élément. Lorsque toutes les parties sont chargées des éléments correspondants, vous persévérez dans cet état de 2 à 5 minutes environ, après quoi vous commencez à rejeter les éléments. On débute où l'on a fini, dans ce cas donc par la tête avec l'élément feu, en inspirant 7 fois à vide et en rejetant dans l'univers l'élément feu à chaque expiration, 7 en tout. La tête est-elle débarrassée de son élément, c'est au tour de la prochaine partie, celle de l'air, ensuite de celle de l'eau et enfin de celle de la terre, jusqu'à ce que tout le corps soit libéré de l'accumulation des éléments. Réussissons à effectuer ces exercices avec une certaine facilité, on peut les étendre en ne se contentant pas de remplir chaque partie du corps avec son élément, mais en l'y pressant. Le procédé est le même que celui qui vient d'être décrit, c'est-à-dire qu'on commence de nouveau avec l'élément terre et qu'on termine avec l'élément feu. Le processus de dissolution est le même que lors de l'expérience précédente. Ces exercices sont également très importants, car ils mettent en harmonie avec les lois universelles des éléments non seulement le corps matériel, mais encore le corps astral. Si quoi que ce soit provoque chez le mage une disharmonie et s'il fait ces exercices, l'harmonie est immédiatement rétablie. Il ressent non seulement pendant des heures entières, mais pendant des jours l'influence bénéfique de l'harmonie universelle complète qui produit et laisse en lui une sensation de paix et de bonheur.
L'harmonie des éléments dans le corps offre encore d'autres possibilités, j'en cite ici quelques-unes. L'élève est surtout préservé des influences maléfiques de l'aspect négatif des éléments. L'élève a-t-il obtenu l'équilibre magique, il se trouve alors au centre de la réalité, il voit donc toutes les lois, tout ce qui naît et meurt dans la perspective universelle, donc dans la vraie. L'élève est préservé de beaucoup de maladies et produit un effet harmonieux sur son propre karma et par conséquent sur son destin, il résiste mieux aux influences néfastes. Il purifie ses auras mentales et astrales et fortifie ses matrices mentales et astrales, éveille ses facultés magiques, et son intuition prend un caractère universel. Ses sens astraux s'affinent et ses facultés intellectuelles augmentent. Formation magique du corps, 4. Les exercices du premier degré doivent déjà être devenus une habitude quotidienne. Ceux du deuxième degré sont à approfondir et à multiplier suivant le temps et les possibilités. On doit être capable d'observer exactement tout ascèse que l'on s'est imposé sans devoir lutter avec des tentations ou même leur succomber. Les exercices du troisième degré sont également à approfondir. On doit déjà maîtriser la position du corps au point de pouvoir persévérer pendant des heures dans la position asana sans éprouver le moindre trouble, la moindre nervosité, la moindre tension ou contraction de muscles. Le rayonnement doit être augmenté, approfondi et devenir plus expansif, c'est-à-dire plus dynamique, ce qui peut être obtenu par l'imagination et une méditation plus profonde. Le mage doit apprendre à utiliser le rayonnement pour toute affaire et toute situation. Il doit arriver à ce que tout désir projeté dans le rayonnement se réalise aussitôt. Par ce moyen, il viendra en aide aux hommes souffrant lors de maladies ou d'accidents, ce qui lui porte toujours bonheur. À présent, passons à un autre chapitre tout aussi inconnu qui concerne des positions du corps, des gestes et des positions de doigts que l'on appelle en général rituels. Le principe fondamental des rituels consiste à confirmer par un geste ou un acte une idée ou un fil de pensée, ou inversement à produire, exprimer en termes hermétiques, à évoquer une idée, un fil de pensée par un geste ou un acte. Ce principe est valable pour toute la magie rituelle. Cela signifie qu'on peut non seulement exprimer par un geste toute idée, aussi toute réalité, mais aussi la lier à une fonction précise. Ce qui ne reçoit et ne porte pas son nom particulier, son symbole ou signe extérieur est insignifiant. Sur cette thèse principale reposent toutes les formules magiques et tous les rituels, tout système religieux a aussi depuis les temps les plus reculés son cérémonial particulier. Il n'y a que cette différence, une petite partie seulement était accessible à la masse, par contre, la plus grande partie était réservée aux grands prêtres et aux initiés sous le sceau du secret. Tout rituel sert à un but particulier, qu'il s'agisse de sorcellerie tibétaine ou des positions de doigts des prêtres de Bali en Orient, lors de cérémonies religieuses ou des conjurations rituelles des mages. La synthèse est toujours la même. La main levée avec 3 doigts devant les tribunaux pour prêter serment est considérée comme l'affirmation d'une déposition conforme à la vérité et également comme un acte magique. Du point de vue chrétien, les doigts levés symbolisent la Trinité. Chacune des nombreuses loges et sectes a ses propres rituels. Par exemple, les loges des francs-maçons sont liées à un signe, un mot et une marque déterminée. Du point de vue historique, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Pour la magie pratique et l'éducation magique, une telle étude serait cependant tout à fait inutile. Aucune influence ne s'exerce sur le vrai mage, quand il lit dans divers livres comment un mage trace un cercle magique qu'il considère comme le symbole de l'infini, de la divinité et de l'intouchabilité et qu'il y transpose ses génies et ses anges pour se protéger, ou comment un lama peint son mandala et place ses tathagatos comme divinité protectrice dans ses rituels. Il n'a pas besoin de telles instructions étrangères, car il sait que ce ne sont que des moyens pour fixer des idées et des moyens mnémotechniques de l'esprit. Dans ce, donc 4e degré, le mage étudie l'art d'établir ses propres rituels, ses actes cultuels, ses gestes et les positions de ses doigts. Tout cela dépend de sa personnalité et de son intelligence. Un mage obtient plus avec les rituels les plus primitifs qu'un spéculateur philosophe avec les actes cultuels les plus compliqués.
On ne peut donner à ce sujet une directive exacte, l'élève doit agir intuitivement et savoir exprimer toute idée, tout fil de pensée, ainsi que ce qu'il désire réaliser, par le geste, la position des doigts ou le rituel qui lui plaise. Il n'exprimera certainement pas un geste de bénédiction par un poing serré et agressif. Suivant l'état et la situation où il se trouve, il composera son rituel individuel et inobservable, dont il se servira sans être remarqué par personne, par conséquent, tout à fait en secret. Il y a des mages qui pratiquent par des mouvements de doigts dans la poche du veston ou du manteau la magie rituelle dans la société la plus nombreuse, sans être aperçus. Ils emploient les éléments conformément à l'analogie des 5 doigts, en attribuant l'index au feu, le pouce à l'eau, le majeur à l'akasha, l'annulaire à la terre et l'auriculaire à l'air, et la main droite à l'élément positif et la gauche à l'élément négatif. Puisse ce petit exemple suffire. Apprenez donc tout à fait individuellement à donner à diverses idées des signes appropriés. Mais gardez le silence à ce sujet, car si quelqu'un d'autre employait le même signe pour la même idée, il affaiblirait cette dernière par dérivation de sa force. Le désir personnel que vous voudriez voir réalisé au plus tôt, fixez, projetez-le dans votre propre petit rituel ou dans l'organe du geste ou mieux dans un doigt, et imaginez que par ce geste votre désir se réalise ou plutôt qu'il s'est déjà réalisé. La loi du présent et de l'impératif est aussi valable ici. La représentation de la réalisation en liaison avec le geste ou le rituel doit être effectuée au début avec intensité dans un sentiment de sécurité, d'évidence et de confiance, et dans la foi inébranlable en son accomplissement. Au commencement, les deux, le rituel et la représentation doivent être employés. Plus tard, quand on ne s'occupe que de la représentation du désir et de sa réalisation, on sera, sans s'en apercevoir, automatiquement porté à faire usage du geste ou du rituel. Si l'on est arrivé au point qu'un désir soit automatisé dans l'imagination, l'inverse est aussi possible, on accomplit le rituel ou le geste et la représentation ou la force en question produisent automatiquement leur effet. C'est le véritable but du rituel ou des gestes, des positions des doigts ou de celles du corps. Si le rituel est automatisé avec la représentation, il suffit d'accomplir le rituel pour obtenir l'effet ou l'influence désirée. Une batterie chargée offre une proche comparaison, il suffit du juste contact pour avoir aussitôt le courant nécessaire. Par la répétition de la représentation avec le geste ou le rituel choisi, dans la sphère des causes de l'akasha, un potentiel est engendré qui prend, conformément au désir ou au but, la vibration, fluide électromagnétique, la couleur, le son requis et toutes les analogies nécessaires. On peut affirmer avec raison que ce sont les globules sanguins de sa complexion. Ce potentiel est-il engendré par la répétition fréquente, le seul rituel fait qu'une partie du potentiel se décharge et produit l'effet nécessaire. C'est pourquoi il est indiqué de n'en parler à personne, car, dans le cas contraire, un autre pourrait soustraire sans peine la force chargée par le même rituel et obtenir le même effet, ce qui se ferait sans contredit aux dépens de son créateur. Il y a des loges qui font accomplir par leurs débutants des rituels avec lesquels un potentiel semblable est automatiquement engendré. Les initiés plus avancés ont alors un supplément bon marché à ajouter à leur potentiel et ils peuvent avec cela travailler sans peine. Mais si l'élève fait des progrès au point de pouvoir déjà utiliser lui-même son potentiel, il lui est imposé d'employer le rituel le moins possible. À ce sujet, plusieurs penseront que divers mouvements et partis politiques accomplissent indirectement un acte magique par leur manière de saluer et qui l'amène par une répétition continuelle au potentiel général, en permanence, d'autres, quoique petite partie du dynamite de la force vitale. Ainsi, par exemple, dans le Parti national-socialiste, le lever de main accompagnant la salutation était un certain geste de puissance. Mais si un potentiel collectif semblable devenu très puissant est employé à des fins avides et condamnables, cette force spirituelle appliquée se retourne contre leur créateur par suite de la polarité, les conséquences en sont la ruine et la destruction, sans compter que les injures des nombreuses victimes qui languissent en prison, de celles qui sont condamnées innocemment à mort et de celles qui sont livrées au combat sur les champs de bataille, produisent invisiblement une polarité contraire qui contribue également à la dissolution du potentiel.
La même loi est valable, dans la même mesure, pour tous les autres actes cultuels, que ce soit ceux des religions, des sectes ou des loges. Les guérisons miraculeuses au lieu de pèlerinage ont le même fondement. Le croyant attire à lui par sa foi solide et sa confiance inébranlable en l'image ou en la statue du saint la force spirituelle de l'Akasha qui fut accumulée par les fidèles, et l'action miraculeuse est effectuée de cette façon. Le mage bien orienté trouve toujours en vertu des lois universelles la même et seule explication de semblables phénomènes. S'il voulait le faire, il serait sans façon en mesure, en vertu de la connaissance des lois, particulièrement des lois de polarité, d'attirer à lui cette force du potentiel en question et d'accomplir avec elle également des guérisons ou d'autres miracles visibles. Le mage de haute moralité considérerait cependant ce procédé comme un vol et, par conséquent, il ne s'abaisserait jamais à cela, car d'autres possibilités sont à sa disposition. Que ceci soit noté simplement en passant, et nous nous tournons de nouveau vers les rituels. Comme nous l'avons déjà mentionné, toute idée, tout désir et toute représentation peut être réalisée par un rituel, et cela dans toutes les zones, que ce soit la matérielle, l'astrale ou la mentale. Seul le temps de la réalisation dépend premièrement de la maturité de l'esprit et deuxièmement de la diligence dans l'emploi du rituel. Le mage choisit des rituels qu'il peut employer durant toute sa vie, donc des rituels de caractère universel. Moins il aura de désir, plus le succès sera rapide. Aussi longtemps que les premiers choisis ne produisent pas des effets suffisants, il n'en faut pas prendre d'autres. Au début, contentez-vous d'un, tout au plus de 3 rituels. Arrivé à ce degré du développement, le mage saura bien garder la juste mesure et saura aussi combien il peut charger. Résumé des exercices du degré 4. I. Formation magique de l'esprit. La transposition de la conscience à l'extérieur. A. Dans les objets. B. Dans les animaux. C. Dans l'homme. 2. Formation magique de l'âme. 1. La pression des éléments. A. Dans tout le corps. B. Dans les différentes parties du corps à l'aide de 2 méthodes. 2. L'établissement de l'harmonie des éléments dans les parties du corps correspondantes. A. Le feu, la tête. B. L'air, la poitrine. C. L'eau, le ventre. D. La terre, le coccyx, les parties génitales, les pieds. 3. Formation magique du corps. Les rituels et leurs possibilités d'emploi pratique. A. Les gestes. B. Les positions du corps. C. Les positions des doigts. Fin du 4e degré.